En manchette, la commission scolaire de la Jonquière a inauguré aujourd'hui le collège Saint-Ambroise et l'aréna du plateau de Chicoutimi-Nord compte mousser sa candidature pour le concours Craft Hockeyville. Voici votre web journal. Bonsoir et bienvenue à ce web journal du lundi 24 février 2014. Après un coût global de près de 5 millions de dollars, l'inauguration du nouveau collège Saint-Ambroise a été officiellement lancée par les administrateurs de la commission scolaire de la Jonquière. Depuis l'incendie survenu le 23 juin 2009, les 300 élèves de l'école étaient répartis entre deux bâtiments. C'est seulement depuis le mois passé qu'ils sont réunis à nouveau dans les nouvelles installations du collège Saint-Ambroise. Voici le reportage de Cassandre Forcier-Martin. 5 ans après l'incendie survenu en 2009, la commission scolaire de la Jonquière, le corps professoral et les élèves étaient très enthousiastes d'inaugurer officiellement les nouveaux locaux du collège Saint-Ambroise. D'un coût global de près de 5 millions de dollars, le projet consistait à ériger un nouvel édifice adjacent au gymnase actuel. Regrouper les services offerts aux élèves sous un même toit aura des impacts pédagogiques positifs. Tous nos élèves, toute l'équipe est enfin réunie sous un même toit, ce qu'on n'avait jamais vécu. Donc, c'est sûr que pour nous, ça facilite notre vie au quotidien, au niveau des services auprès des élèves, entre autres. Il y a un meilleur suivi auprès des élèves ayant des besoins un peu plus particuliers, un meilleur arrimage au niveau des cycles d'enseignement, par exemple. Un ajout de 10 classes a été fait et cette construction s'avère nécessaire, notamment afin d'y accueillir la croissance de l'effectif constaté dans le secteur, tout en y concentrant ses activités du préscolaire et du primaire. Le Collège Saint-Ambroise devient également une école à la fine pointe de la technologie. Dans toutes les classes, il y a un tableau numérique interactif et aussi on a un nouveau laboratoire informatique avec des tout nouveaux postes qui peut être arrimé avec les tableaux en classe également. Le Collège Saint-Ambroise devient également un participant du programme 1% de l'intégration des arts à l'architecture avec l'œuvre d'art intitulée Ballon rouge installée sur le devant de l'établissement scolaire. C'était donc des élèves très fiers de présenter leur nouvelle école. Je trouve que c'est beau les couleurs, que c'est bien fait. C'est le fun d'être toutes les années ensemble. L'école est vraiment belle, technologique, puis c'est le fun, là. Depuis le déménagement en janvier dernier, le corps professoral remarque un sentiment d'appartenance élevé et un bel échange entre les élèves des différents cycles. Cassandre Forcier-Martin, ATM Nouvelles, Saguenay. Des membres de l'équipe du Renouveau démocratique sont de passage à Montréal pour rencontrer l'équipe de Projet Montréal. C'est à l'invitation du conseiller municipal montréalais originaire de Saguenay, Guillaume Lavoie, que le chef Paul Grimard, la conseillère Josée Néron et des membres du cabinet de l'ERD sont allés observer le travail de l'opposition. L'ERD assistera à la séance du conseil municipal. Elle souhaite ainsi développer de l'expertise alors que l'opposition est nouvelle à Saguenay. Le dîner bénéfice pour Mlle Charlie, qui s'est fait greffer un foie dans les derniers jours, a permis d'amasser près de 18 000 $. 250 personnes ont mangé des spaghettis hier à Alma pour permettre aux parents de la fillette de rembourser les frais encourus par la situation. Le syndicat des travailleurs et les employés de la sécurité de l'hôpital de Chicoutimi ont manifesté ce midi devant l'entrée principale de l'établissement. Les manifestants visaient à mettre de la pression sur la direction qui tarde à régler plusieurs dossiers. Sabrina Malaison, de quel dossier on parle ici? En fait, on a 3 dossiers. Premièrement, le transfert du service psychiatrique qui a été fait de 2008 à 2010. Les employés du service de la sécurité avaient droit à des primes et à des congés de maladie qu'ils ont fait la demande au directeur, mais n'ont toujours pas eu de réponse. Deuxièmement, on a la coupe de 2,8 postes au service de guichets automatisés du stationnement, guichets qui ont été installés dernièrement. Les 2 postes qui ont été coupés étaient vraiment essentiels puisque les agents de sécurité étaient nécessaires pour les services qu'ils offraient à l'intérieur lors d'une crise. Et on a aussi les horaires surchargés des agents de sécurité, non plus d'horaires fixes, vu qu'il manque 2 postes. Alors, suite à cela, le syndicat des travailleurs a demandé une entente de principe en octobre, mais dont ils attendent toujours une réponse satisfaisante, selon le vice-président du syndicat, Stéphane Rinfray. On écoute ce qu'il a à dire. Demander à l'employeur d'avoir une entente de principe et être répondu le plus tôt possible. En décembre, l'employeur nous a tout le temps dit que ce n'était pas une de ses priorités. En janvier, on l'a relancé. C'est pas une de ses priorités, c'est le stationnement qui est sa priorité.
Mais l'hôpital n'a pas pris de mesures pour régler le problème. En fait, l'hôpital a affiché 2 postes suite à cela. Mais un poste qui n'est même pas à l'intérieur de l'hôpital, qui est à Chicoutimi-Nord, et le deuxième qui est au bureau d'agent de sécurité. Sauf que l'agent de sécurité doit déjà répondre à des appels, a déjà plein de travail à faire à l'intérieur et surveiller aussi les guichets de stationnement à l'extérieur. Donc, c'est très peu efficace. Il manque de personnel et les mesures sont très insécuritaires. On écoute ce que le vice-président a à dire. Là, ils interviennent soit à 2. Ça peut arriver en fin de semaine, ils ont intervenu tout seuls. Et ça peut être dangereux autant pour la clientèle, parce qu'on peut blesser la clientèle qui est en crise, autant pour l'employé qui essaie de maîtriser le patient qui est en crise. Et qu'est-ce que le syndicat compte faire si le directeur ne répond pas? En fait, le syndicat attend une réponse du directeur d'ici mercredi. S'il n'a pas de réponse, on peut s'attendre la semaine prochaine à aller voir un peu partout, faire des manifestations dans la ville. Voilà. Merci, Sabrina. Merci. Le canicross, connaissez-vous? Cette discipline sportive qui consiste à courir derrière son chien est de plus en plus populaire dans la région. La première compétition a eu lieu hier à Saint-Edmond-des-Plaines. Ma collègue Catherine Moras s'est entretenue aujourd'hui avec l'administratrice de Canicross Saguenay, Claudia Lechasseur, et son fidèle labradoodle, Dexter. Alors, Madame Lechasseur, expliquez-nous comment ça fonctionne, le canicross. Okay. Le canicross, c'est un sport canin qu'on pratique avec notre chien. C'est un sport tracté. Donc, le chien est devant nous avec une laisse qui est boomerang, une laisse qui est élastique et qui est attachée à nous. Nous, on a un harnais. Et le chien court devant, puis on court en synchronisé. C'est quoi les règlements de base? Les règlements de base, il n'y a pas vraiment, je dirais, il n'y a pas vraiment de règlement. C'est plus des règles de base, là, de faire attention quand même à son chien, de ne pas l'épuiser, d'avoir de l'eau, d'aller aussi à ses limites. C'est sûr que moi, mon chien, il est en forme, il est habitué de courir sur des grandes distances. Alors, je peux me permettre d'aller courir des 4, 5, 6 kilomètres sans problème. C'est sûr que quand on commence, si notre chien n'est pas habitué de courir, bien, faut respecter notre animal. Après ça, il faut se respecter aussi soi-même. Et puis, respecter aussi l'environnement. Je dirais, quand on est dans des sentiers, notre chien fait ses besoins, bien, c'est important là, de ramasser. Je dirais que c'est les règles de base, toujours le tenir aussi en laisse à une certaine distance des autres chiens. Et puis, c'est quoi les conditions idéales pour courir avec son chien? Je dirais c'est toutes les saisons, toutes les conditions sont idéales, sauf la chaleur. L'été, quand il fait très chaud avec le soleil qui plombe, c'est sûr que là, à ce moment-là, c'est plus difficile pour le chien. Il faut y aller très doucement puis s'assurer qu'il y a des points d'eau où ce qu'on va faire notre randonnée. Parce que l'hiver, c'est sûr que peu importe la température, on est bien habillé. Si notre chien est capable d'assumer la température extérieure. Moi, je suis allée courir cet hiver avec mon chien à des moins 20, 25. Là. Okay. C'est pas chaud, mais ça fait du bien. Puis quand il mouille l'été, si la pluie est bonne, pourquoi pas? Puis l'hiver, il y a d'autres façons de pratiquer le canicross. C'est quoi les façons? Il y a en ski. En ski de fond, qui est très populaire. Je vois beaucoup passer d'articles et d'activités sur Internet. Je ne connais pas exactement les règlements, par contre. On peut pratiquer aussi, vu qu'on le pratique à la course, maintenant, on peut se procurer facilement des raquettes de course. Okay. Encore là, ce n'est pas un article que je me suis procuré, puis je n'ai pas fait l'essai cet hiver. Mais c'est des choses qui peuvent se faire ou en raquette, là, dans la neige molle avec notre chien. Encore là, si notre chien est capable de marcher d'un certain degré de neige, tout est possible. Dites-nous, qu'est-ce que ça prend comme équipement pour faire le canicross? Vous nous avez amené l'équipement ici présent. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Oui, pour le chien, en fait, ça prend un attelage
c'est quand même assez simple. C'est un attelage de chien de traîneau qu'on peut se procurer. Maintenant, dans les animaleries, on peut s'y procurer quand même assez facilement. S'ils n'en ont pas, bien, alors on peut demander qu'ils passent la commande. Il y a certaines boutiques de sport qui commencent à s'équiper là, de ce genre de harnais-là. Puis avec les conseils, normalement, là, du conseiller, là, pour la grandeur, là, c'est quand même assez simple. Ça, c'est la partie avec laquelle vous vous attachez? Oui. Moi, ici, j'ai une ceinture qui ressemble un peu à une ceinture pour l'escalade. OK. Alors, mettez les jambes ici, on met les jambes à l'intérieur. Comme ça, c'est bien stable, ça ne bouge pas. Ça protège aussi le bas du dos en même temps. Alors, c'est important de se sentir confortable avec la ceinture que nous, on porte parce qu'on a à courir avec. Et on a une laisse attachée à l'avant. Attachée à l'avant, qui est tout mêlée. Ici, c'est une... en fait, moi, c'est moi qui l'avais bricolé. Je suis allée m'acheter de l'élastique dans les équipements de sport, d'escalade, exactement. Alors, c'est un élastique qui est quand même assez raide, que j'ai mis là, des attaches. Et c'est tenu ici par... Et mon Dieu, c'est par un petit anneau qui va glisser. Donc, le chien, quand il va à gauche ou à droite, bien, c'est ça, ça suit. Puis donc, est-ce qu'il y a des activités de canicross au Saguenay? Ça commence un petit peu. C'est un sport qui est peu connu encore au Saguenay. Hier, j'ai assisté à une course au lac Saint-Jean qui était organisée par deux personnes qui sont aussi passionnées du canicross. Mais pour l'instant, ce sont les seuls qui organisent des activités. Bon, bien, merci beaucoup, Madame Le Chasseur. Merci. C'était Claudia Le Chasseur et son chien Dexter. Un élève du pavillon Wilbrod-Dufour à Alma est mort après avoir contracté la méningite à méningocoque de type B. Cette souche de méningite est rare et les cas sont en augmentation depuis 2000. Pour le moment, aucun vaccin n'existe contre ce type de méningite. Des prototypes de vaccins sont au dernier stage de mise au point selon l'Organisation mondiale de la santé. Le chef du restaurant Le Cacquois, Manuel Curtness, déplore que le projet de vente de gibier sauvage dans des restaurants ne soit pas implanté dans la région. Le gouvernement a sélectionné une dizaine de restaurants à Montréal, Québec, dans le Bas-Saint-Laurent et à Charlevoix pour ce projet. Manuel Curtness aurait souhaité que les oiseaux migrateurs soient inclus dans l'expérience. Malgré ses préoccupations, le chef salue le projet pilote. Du 12 au 16 mars prochain se tiendra la 18e édition du Festival Regard sur le court-métrage au Saguenay. Une vingtaine de primeurs seront diffusés lors de l'événement. Nadia Lemieux, vous avez eu la chance de visionner 5 films qui y seront présentés. Peut-on s'attendre à des surprises? Oui, Francis, et je peux tout de suite vous dire que le Festival Regard sur le court-métrage réserve plusieurs primeurs et beaucoup de variétés pour sa 18e édition. Sur 1200 films inscrits cette année, le comité de sélection du Festival Regard sur le court-métrage au Saguenay a dû en choisir 200 pour combler les 5 jours de l'événement. C'est 70 films en compétition nationale ou internationale et une vingtaine de films en primeur qui seront présentés. Parmi eux, le court-métrage Thomas de Robert Lepage. Le film fait à la base partie d'un long-métrage en 3 sections appelé Triptyque, mais le festival a choisi de présenter une seule partie pour laisser la place à d'autres courts-métrages. Le film sera projeté lors de la séance d'ouverture du Festival Regard en compagnie de Robert Lepage. On a décidé de se concentrer sur celui-là qui était pour nous le plus intéressant, le plus riche aussi au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, au niveau de la facture internationale. Et pour moi, c'est un film qui a beaucoup de potentiel, qui risque de voyager énormément. Belle visibilité pour les créateurs d'ici, le Festival Regard dédiera une soirée complète à la projection de courts-métrages régionaux. Le film Jogging, réalisé par le Chicoutimien Johan Gass, met en scène un homme qui voit sa vie s'écrouler en raison de son addiction à la course à pied. Cette histoire-là absurde d'un club de jogolique anonyme, tu sais, c'est un peu... ça se peut pas, c'est un peu absurde, c'est un peu là-dedans, mais en même temps avec un traitement qui était super sérieux. Là. Cette année, le festival offrira une grande variété de films d'animation. Les réalisateurs reconnus Théodore Houtchev et Chris Landreth, dont le film est nominé aux Oscars, seront du festival.
Un programme spécial de court-métrage en 3D sera également présenté au Cinéma Odyssée. C'est du 12 au 16 mars prochain que le festival Regard sur le court-métrage au Saguenay se tiendra. Le comité organisateur promet une 18e édition riche en voyages et en reconnaissance internationale. Nadia Lemieux, ATM Nouvelles, Saguenay. L'écart salarial va encore se creuser. Ce sont des sous que des femmes n'auront pas. C'est ainsi que s'est indignée la présidente régionale du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, Brigitte Claveau, en réponse à la décision du gouvernement marois de porter en appel le jugement de la Cour supérieure par rapport à l'équité salariale. Frédéric Maisonneuve, Mme Claveau est très déçue. Tout à fait, Francis. En fait, la présidente régionale du SFPQ s'est dite choquée et même déçue de la décision de Mme Marois, soit de porter en appel un jugement de la Cour supérieure rendu le 22 janvier dernier concernant la réforme de 2009 sur la loi d'équité salariale qui, selon le procureur général et ministre de la Justice, Bernard Saint-Arnaud, ce jugement comporterait des erreurs de fait et de droit, donc qui doivent être vues par la Cour d'appel. Voilà la réaction de Mme Claveau à ce sujet. Contesté en cours et heureusement, on a eu un rapport favorable du juge Édouard Martin. Et là, on s'aperçoit que le gouvernement conteste en cour d'appel cette décision-là, que ce juge a quand même rendu inconstitutionnelle et nulle. Et quel impact aura cette décision sur les femmes concernées? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que la SFPQ reproche principalement à cette réforme de 2009, c'est la non-rétroactivité des modifications liées à des inéquités salariales et qui, selon le juge Édouard Martin dans le dossier, représente vraiment une source de discrimination sur le sexe, puisque la personne concernée doit attendre plus de 5 ans avant un éventuel ajustement salarial. Voilà ce que Brigitte Claveau tenait à rajouter. Absolument que le gouvernement comprenne que de l'équité salariale, c'est pas du salaire. C'est vraiment des injustices qui sont créées par rapport au sexe. Donc, ce n'est pas... c'est un droit, je crois, que les femmes ont et que sinon, ça va encore appauvrir les femmes sur le marché du travail. Qu'est-ce qui surprend le plus dans cette décision? Eh bien, selon la procureure dans ce dossier, Maître Annick Desmarais, c'est vraiment le délai de 5 ans qui représente une période d'immunité, donc aussi appelée non-rétroactivité, qui pour les employeurs représente vraiment une période d'immunité puisqu'eux ne peuvent même pas être poursuivis lorsqu'un poste à prédominance féminine comporte des inégalités durant le procès qui a duré plus d'1 mois. L'avocate a vraiment pu faire la preuve. Donc, lorsque les exigences académiques d'une fonctionnaire augmentent, eh bien, l'employeur devrait aussitôt le reconnaître, justement en ajustant son salaire. Mais avec le délai obligatoire de 5 ans, c'est vraiment tout le contraire qui arrive. Donc, c'est un fossé qui se crée davantage entre les hommes et les équités entre les hommes et les femmes. Puis, d'un point de vue plus politique, ce qui surprend Francis vraiment, c'est la position de Mme Marois qui habituellement prône l'équité entre les hommes et les femmes, mais qui actuellement nous prouve tout le contraire. Eh bien, la SFPQ se fera entendre devant la Cour d'appel, bien entendu, mais d'ici là, ils entameront des négociations ainsi que des moyens de pression en vue de la fin de leur convention collective prévue pour le 31 mars 2015. Et pour sa part, le Conseil du statut de la femme a préféré ne pas commander le dossier pour le moment. Merci Frédéric. Au revoir. Pour sa deuxième participation au concours Craft Hockeyville, l'Arena du plateau de Chicoutimi-Nord compte mousser sa candidature avec ses histoires, entre autres celle sur la fermeture du pont du Buc. L'Arena gagnant remportera 100 000 pour sa rénovation ainsi que la tenue d'un match de la Ligue nationale de hockey. Un reportage de Marie-Lou Ringuette. C'est l'amour du hockey de sa famille qui a motivé Camille Gagnon à inscrire l'Arena du Plateau à Craft Hockeyville. Lors de sa première participation, l'Arena a été choisie parmi les 15 finalistes. Une nouvelle qui a pris par surprise Camille Gagnon. Puis Craft Hockeyville ont vraiment été touchés par l'histoire de mon fils, comme quoi qu'il était vraiment passionné puis ça. Puis j'avais passé dans les finalistes, mais à ma grande surprise, parce que ce soir-là, j'aurais pas été chez nous, ben je l'aurais pas su. Pour ce qui est de cette année, l'instigateur du projet se dit confiant. Il compte mousser sa candidature avec des histoires et des photos de l'Arena qui sont présentées sur le site Internet de Craft Hockeyville. La fermeture du pont du Buc est d'ailleurs présentée aux visiteurs. Puis en plus, cette année, avec le fait que le pont a été fermé, le pont du Buc, bien, ça a forcé les jeunes à passer à des températures extrêmes sur le pont pour aller jouer au hockey. Les parents attendaient à l'autre bord. Fait que je pense qu'il y a vraiment une passion là, pour le sport qui est le hockey dans la région.
Camille Gagnon a également été supporté par le conseiller Marc Peterson et l'entraîneur des Saguenayens, Patrick Bosch. Du côté des personnes qui fréquentent l'aréna, ils sont d'avis que plusieurs sections de l'aréna du plateau devraient être rénovées. Ça fait du bien, hein? Je pense que la glace est maganée, puis ouais, ça fait vraiment du bien. Le fond de la glace, puis les entrées pour les handicapés. Les 16 finalistes de Craft Hockeyville seront dévoilés le 8 mars prochain, alors que le grand gagnant sera couronné 2 jours plus tard. Marie-Lou Ringuette, ATM Nouvelles, Saguenay. Le Ciné-Club de Chicoutimi projettera ce soir La vie d'Adèle qui a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2013. Le film présente une relation entre 2 adolescentes lesbiennes, dont une assume moins bien sa sexualité. Le Ciné-Club de Jonquière présentera quant à lui Enfance clandestine du réalisateur argentin Benjamin Avila. Le planchiste bérivrain Baptiste Brochu s'est classé premier et deuxième lors des épreuves du circuit nord-américain de snowboard cross à Big White en Colombie-Britannique en fin de semaine. La prochaine étape aura lieu à Sugarloaf, au Maine, les 6 et 7 mars prochains. L'arrondissement de la Baie va bonifier sa prochaine programmation estivale sur le site de la pyramide des AA grâce à un budget de 100 000 $. Ce montant devait initialement être accordé à l'Agora de la Seine du Quai des Croisières qui ne sera géré qu'en 2015 par Diffusion Saguenay. Andréane Larouche, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les festivités? Tout à fait, Francis. En fait, ce budget de 100 000 $ va définitivement permettre aux Bérivrains d'avoir accès à des spectacles estivaux d'une plus grande envergure sur le site de la pyramide DAA. Donc, les membres de l'organisation travaillent actuellement à confirmer la présence de certains artistes qui vont joindre le grand public. Également, un spectacle est déjà confirmé, un spectacle d'ampleur à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste. Et pour le président de l'arrondissement de la Baie, François Tremblay, il s'agit d'une occasion d'utiliser un budget qui avait déjà été libéré pour des fins culturelles et pour cet arrondissement et de le donner à un site historique qui lui tient beaucoup à cœur. Je vous invite à l'écouter. On va donner une dernière année de programmation intense dans le créneau qu'on connaissait, là, de spectacle grand public, pour ensuite transférer tranquillement pas vite à la nouvelle vocation qui serait prévue à partir de 2015. Quelle est cette nouvelle vocation? Bien, la nouvelle vocation sera de donner un caractère culturel et familial à cet endroit, par exemple en organisant des activités intergénérationnelles, également en développant une collaboration entre l'organisation et les commerces à proximité. Et François Tremblay tient vraiment à renouveler ce budget de 100 000 $ afin de continuer de revitaliser le site année après année. Donc, un comité de vision va commencer à discuter des changements qui pourraient être apportés avec cette nouvelle vocation au début du mois de mars. Est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne qualité de la scène? Oui, bien, il faut rappeler que la scène de la pyramide des AA a souvent été critiquée pour la mauvaise qualité de la technique, la mauvaise qualité du son, mais François Tremblay assure qu'il y aura une amélioration de ce côté. On l'écoute. On a réalisé qu'il y avait des problèmes techniques avec la pluie, entre autres, avec le filage électrique, avec l'équipement même, la porte, bon. Alors, effectivement, on va s'assurer d'avoir une bonne qualité de son. Une partie du budget servira à améliorer le site? Eh bien, en fait, d'abord, François Tremblay va attendre l'arrivée du printemps afin d'analyser s'il y a vraiment des besoins d'intervention esthétique sur le site. Mais effectivement, il pourrait y avoir un montant qui serait accordé à cet effet. Je vous invite à l'écouter à nouveau. Je vous dirais qu'on a quand même concentré un budget qui va être profitable aux différents parcs de l'arrondissement. Alors, il se peut que s'il y a vraiment un besoin de faire du nettoyage ou d'améliorer certains volets du parc de la Pyramide, on va s'y attarder, ça c'est clair. Merci, Andréane. Je vous en prie. Et à la météo, le beau temps continuera-t-il cette semaine, Marie? Eh bien, Francis, il a fait très beau aujourd'hui, mais on peut s'attendre à quand même un léger refroidissement dans les prochains jours. Ce soir et cette nuit, c'est quelques chutes de neige qui est à prévoir, avec un minimum de -15 au Saguenay et de -16 au Lac-Saint-Jean. Demain, on va avoir du soleil qui va se repointer à l'horizon, avec une alternance de soleil et nuages et encore quelques chutes de neige. Présentement au Saguenay, il fait -9, avec une température ressentie de -16 au Saguenay comme au Lac-Saint-Jean. Alors, profitez du beau temps quand il est encore temps, car en fin de semaine, il risque de faire plus froid. De retour à vous, Francis. Merci, Marie. C'est ce qui met un terme à ce web journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée et à demain.